Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, nous sommes un groupe de 6 sages-femmes qui avons créé une application mobile autour de la santé féminine. Et donc vous pouvez retrouver nos vidéos sur cette application et également chatter avec nous, donc n'hésitez pas à la télécharger. N'hésitez pas aussi à aimer votre chaîne et à vous abonner si ça vous plaît. Et je vais vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le thème de l'accouchement, comment ça se déroule, comment ça se passe. En général, savoir où on va mettre les pieds, eh bien c'est plus rassurant, donc je vais tout vous raconter. Comment se déroule un accouchement? L'accouchement a lieu avec ce qu'on appelle le travail, c'est-à-dire les contractions qui vont mener à l'accouchement. Lorsque le travail commence, il ne s'arrête pas. Si vous avez des contractions qui s'arrêtent, c'est que ce n'était pas le travail. La définition du travail, c'est des contractions régulières, douloureuses, associées à des modifications du col de l'utérus. Si ça s'arrête, c'est que c'était un faux travail. Le travail peut parfois être précédé d'une phase de pré-travail où vous avez des contractions qui vous amènent tranquillement vers le travail et en général, d'un commun accord, on considère le début du travail par la dilatation du col de l'utérus à 3 cm. Alors qu'est-ce que c'est ces histoires de col, de centimètres? Votre utérus, je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, parfois quand on fait dessiner l'utérus, le bébé, à des patientes, on a un petit peu peur de ce qu'on voit. Votre utérus, c'est l'endroit dans lequel se trouve votre bébé. Il est situé au-dessus de votre vagin. L'utérus se compose de 2 cornes, avec les ovaires, du corps de l'utérus et de la partie inférieure du col qui ferme votre utérus afin de garder votre bébé dans votre ventre tout au long de la grossesse. Ce col de l'utérus, c'est un peu comme un cylindre. Voilà, on pourrait le modéliser comme ça. Avec l'utérus au-dessus, avec votre bébé dans l'utérus, bébé qui se retrouve dans sa poche des os qui le protège du monde extérieur avec le liquide amniotique dans cette poche des os, et votre bébé est alimenté par le cordon ombilical qui va de son nombril au placenta. Le placenta est collé sur la paroi de l'utérus et le bébé reçoit les échanges via votre circulation, via le placenta. Et donc cette partie inférieure, le col qui ferme l'utérus, et bien pour que votre bébé puisse sortir, il va falloir qu'à un moment donné, il s'ouvre. On définit le col selon 4 critères. Sa longueur, donc quand il est long, il mesure à peu près 4 cm, quand il est mi-long, par définition, il va mesurer 2 cm, court 1 cm, épais 0,5 cm, et effacé, c'est un peu l'équivalent d'une feuille de papier, c'est qu'il est devenu tout à fait fin. Il ne se raccourcit pas par en haut, en fait il va se raccourcir comme ça, parce qu'en s'ouvrant, hop, il va se raccourcir complètement avec la tête du bébé qui va appuyer. On définit aussi le col par sa consistance. Est-ce que le col est tonique? Est-ce qu'il est ramolli? Est-ce qu'il est très souple? Ce sont des indicateurs qui permettent de nous orienter sur la facilité avec laquelle il va pouvoir s'ouvrir pour laisser passer le bébé. On le définit aussi par sa position. Est-ce qu'il est postérieur, c'est-à-dire dans un axe antéro-postérieur? Est-ce qu'il est loin derrière? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est plutôt devant? Voilà, ça ce sont des questions assez techniques qui font notre métier. Et enfin, le dernier critère, ça va être l'ouverture. En principe, pendant la grossesse, votre col est donc fermé, comme je vous l'ai expliqué, pour que votre bébé reste en place. Et puis, arrivé à la fin de la grossesse, arrivé dans le dernier mois de grossesse, vous pouvez enfin accoucher sans que votre bébé soit prématuré, et puis votre col va devoir s'ouvrir. Alors, soit vous allez rester avec un col fermé jusqu'au bout, jusqu'au moment du travail et du jour de l'accouchement, soit petit à petit, durant le dernier mois ou parfois un petit peu avant, vous avez votre col qui, avec des épisodes de contraction qui ne sont pas des épisodes de contraction de travail, va se modifier un petit peu, s'ouvrir un petit peu, se ramollir un petit peu. Vous arrivez donc parfois en fin de grossesse avec un col qui est ouvert à 2 doigts. Donc 2 doigts, c'est-à-dire que quand on vous examine, quand on vous fait un toucher vaginal, hop, on va réussir à glisser 2 doigts. Si c'est un doigt, on arrive à mettre qu'un doigt.
On va commencer à parler en centimètres lorsque le col va être complètement effacé. Évidemment, lorsqu'on vous dit que votre col est ouvert à 6 cm, on n'a pas mis les 2 mains dans votre vagin. C'est avec l'écartement de nos doigts qu'on va mesurer. On sait que ça c'est 3 cm. Hop, je sais pas si vous voyez bien. On sait que ça c'est 6 cm. Et puis quand on arrive sur la fin et que l'écartement est plus suffisant, on va mesurer avec les bords du col qu'on arrive à ressentir. Quand on vous dit que vous êtes à dilatation complète, à 10 cm, on n'a pas mis les 2 mains dans le vagin, c'est juste qu'on a vu qu'il n'y avait plus de col autour. Vous l'avez compris, je viens de vous le dire, on peut être soit avec un col fermé, qui va se dilater jusqu'à 10 cm, qui est le maximum. À 10 cm, on n'a plus de col. Et à partir de 3 cm, c'est ce que je vous avais expliqué, on considère que vous êtes en début de travail. Avant, c'est un petit peu le pré-travail. On définissait plutôt la première partie du travail jusqu'à 5 cm comme une phase de latence, et puis de 5 à 10 cm comme la phase active du travail. À partir de 3 cm, puisqu'on considère que vous êtes en début de travail, en général, on peut poser la péridurale. Certains établissements posent la péridurale un peu plus tôt, ce qu'on appelle une péridurale précoce. Ça dépend vraiment des protocoles d'établissement, mais en général, on essaye d'attendre 3 cm pour poser une péridurale. Et puis quand vous arrivez à 10 cm, à dilatation complète, ce n'est pas terminé, il va falloir que votre bébé s'engage dans votre bassin. Votre bassin comporte 3 étages. Vous avez le D3 supérieur, le D3 moyen et le D3 inférieur. Et votre bébé va devoir franchir tous ces étages du bassin. Revenons donc au début de ce travail. Lorsque vous allez commencer à avoir des contractions, vous allez vous demander, est-ce que c'est le jour J, le moment? Pour le savoir, en général, on va vous conseiller de prendre un bain, de marcher un peu, de prendre pourquoi pas des antispasmodiques, et puis de voir si ces contractions s'intensifient, se rapprochent ou si elles s'arrêtent. Si les contractions s'arrêtent, c'est que c'était un faux travail. Si les contractions continuent, c'est que c'est probablement le pré-travail et qu'on va vers le travail. Les contractions vont devenir de plus en plus rapprochées et de plus en plus intenses. Il y a vraiment cette idée d'intensification. Si vous avez certaines contractions qui sont fortes et d'autres moins, ce n'est probablement pas le travail encore. Il y a vraiment dans la mise en travail cette idée d'intensification. À titre d'exemple, pour un premier bébé, on conseille généralement d'attendre 2 heures de contractions régulières, douloureuses, toutes les 5 minutes. Pour autant, le travail peut être beaucoup plus rapide chez certaines patientes et les contractions plus espacées. Certaines patientes vont se mettre en travail avec des contractions toutes les 10 minutes et une patiente pour laquelle ce n'est pas le premier bébé ou qui a déjà accouché rapidement, eh bien on ne va pas lui conseiller d'attendre chez elle 2 heures de contractions douloureuses puisque les choses peuvent aller plus vite pour elle. L'idée étant de ne pas aller trop tôt à la maternité. En effet, si vous allez trop tôt à la maternité et que vous êtes encore en phase de pré-travail et qu'on n'est pas sûr que vous soyez en travail, eh bien on va sûrement vous dire d'aller marcher, de revenir dans 1 heure ou dans 1 heure et demie, afin de voir si votre col se modifie et voir si on vous garde à la maternité, sachant que de toute façon avant 3 cm, en principe vous n'aurez pas la péridurale. En effet, on essaye d'être sûr que vous êtes en travail parce que imaginez qu'on vous pose la péridurale et que finalement ce ne soit pas le travail et que les contractions s'arrêtent, et bien après on serait théoriquement obligé de mettre des produits pour maintenir les contractions et là on se retrouve dans un travail dirigé alors que eh bien, ce n'était tout simplement pas le moment. Si vous avez ces contractions qui s'intensifient, il faudra alors vous rendre à la maternité. Vous allez arriver à la maternité, on va vous brancher un monitoring pour écouter le cœur de votre bébé. On va mettre un capteur au niveau du cœur du bébé et un autre capteur en haut au niveau de votre utérus pour essayer d'enregistrer les contractions que nous allons voir sur le tracé sous forme de vagues. Évidemment, l'intensité des contractions, ce n'est pas l'appareil de monitoring qui va nous la donner, mais c'est vous. Vous êtes la mieux placée pour nous dire si les contractions font mal ou pas, sachant que le capteur en fait est simplement sensible à la pression. Donc selon que l'on serre plus ou moins le capteur, eh bien les chiffres monteront plus ou moins haut pour une même contraction, donc c'est vraiment vous l'indicateur de l'intensité de la contraction. La sage-femme va regarder votre dossier, voir s'il y a des particularités, prendre votre tension, votre température, vous faire uriner sur une bandelette urinaire, elle va vous poser quelques questions et puis elle va vous examiner. Là, elle va voir votre col.
Comme je vous l'ai dit précédemment, si votre colle n'est pas encore à 3 cm, elle peut vous demander d'aller marcher. Si vous êtes à 3 cm, dans ces cas-là, elle peut vous proposer de passer en salle d'accouchement et de bénéficier de la péridurale. Pour autant, vous n'êtes pas obligé de la prendre tout de suite, même si certains médecins anesthésistes préfèrent quand même qu'on n'attende pas trop tard pour avoir la péridurale, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez donc choisir de marcher encore, de faire du ballon, demander à utiliser une baignoire s'il y en a une, ou vous pouvez demander à bénéficier de la péridurale. En salle d'accouchement, à partir du moment où vous avez la péridurale, on va vous perfuser, et puis on va appeler l'anesthésiste pour poser la péridurale. Sachez que si l'anesthésiste est déjà occupé, parfois le délai peut être plus ou moins long. Ce qu'il va falloir garder à l'esprit, et essayer de regarder la vidéo qu'on a faite sur la gestion de la douleur, c'est que, en général, quand on vous propose la péridurale, eh bien vous vous dites ça y est, c'est bon, je vais l'avoir. Et puis là, tout de suite, la douleur devient moins supportable parce qu'on s'attend à ne plus avoir mal tout de suite. Et pour peu qu'on attende un petit peu, parce que parfois le temps de faire un bilan ou le temps de vous perfuser, eh bien, ou si l'anesthésiste est sur une autre intervention, il peut mettre plus ou moins de temps à venir. Et alors là, ça peut devenir difficilement gérable, donc essayez de garder à l'esprit cette gestion de la douleur. Une fois que vous aurez la péridurale, vous ne pouvez plus marcher, sauf dans certains établissements où il existe des péridurales déambulatoires, avec lesquelles vous pouvez marcher, mais qui nécessitent un équipement particulier. Donc vous pouvez vous renseigner sur la maternité où vous allez accoucher au préalable, mais sachez que la plupart du temps, vous ne pouvez plus marcher, mais vous pouvez bouger dans le lit et c'est même recommandé. En effet, le travail, c'est une question mécanique, et si vous restez statique, c'est-à-dire si vous ne bougez pas, eh bien cela risque d'être un petit peu plus long. Donc on recommande, avant la péridurale, de bouger, marcher, faire du ballon. Et puis une fois que vous avez la péridurale, de bouger dans le lit, de vous mettre à quatre pattes sur le côté, de ne pas rester toujours en position allongée, puisque ce n'est pas la position qui va faciliter la descente de votre bébé. Pendant le travail, la sage-femme va régulièrement venir vous examiner pour voir où vous en êtes. Elle va donc réaliser un toucher vaginal à intervalles réguliers et elle reporte dans ce qu'on appelle un partogramme qui est dans votre dossier médical toutes ces données. On va également surveiller votre tension artérielle puisque vous pouvez faire des chutes de tension, ou au contraire si vous avez un problème de tension pendant la grossesse, on peut assister à une hypertension pendant le travail. Si vous avez la péridurale, vous ne sentez plus la douleur et vous ne sentez plus non plus l'envie d'uriner. Il faudra alors dans ces cas-là vider régulièrement votre vessie avec une sonde urinaire que l'on introduit et que l'on ressort tout de suite. On appelle ça un sondage évacuateur aller-retour. On va surveiller également le rythme de votre bébé, bien entendu, qui est l'indicateur du bien-être de votre bébé pendant ce travail et qui nous dit si votre bébé supporte bien ou pas le travail et les contractions. Et on va également surveiller votre température afin de vérifier qu'il n'y ait pas d'infection pendant le travail. Arrivé à dilatation complète, à 10 cm, il va ensuite falloir attendre que le bébé s'engage dans les différents étages du bassin que je vous ai décrits. Sachez que cette étape peut être plus ou moins longue. Pour information, pendant le travail, on considère que pendant la phase de latence, on se dilate à peu près d'1 cm par heure, puis de 2 cm par heure pendant la phase active. Et enfin, arrivé à dilatation complète, l'engagement dans le bassin, cette étape peut encore prendre 2 ou 3 heures. Donc vous vous rendez bien compte que le travail c'est quand même quelque chose de relativement long. Évidemment que certaines femmes accouchent en 5 minutes, mais en moyenne c'est quand même plusieurs heures. On va donc attendre que le bébé s'engage dans le bassin 2 ou 3 heures maximum en général. En effet, plus le bébé descend seul dans le bassin, moins vous aurez à pousser. Si on s'installe trop tôt pour l'accouchement, le risque c'est que on vous dise de pousser alors que le bébé est encore trop haut et que vous vous fatiguez à pousser et qu'à la fin vous n'arriviez plus à pousser et donc on soit obligé d'extraire votre bébé avec des instruments. L'idée donc, quand les circonstances le permettent, c'est-à-dire quand le bébé supporte bien la descente et bien les contractions, c'est d'attendre au maximum. Donc même si c'est long, prenez votre mal en patience, c'est mieux ça que d'avoir des instruments, et bien parce qu'on s'est installé trop tôt. N'hésitez pas à bouger pendant cette phase aussi pour le détroit supérieur, la position gynécologique, c'est-à-dire les jambes écartées comme chez le gynécologue, peut être adaptée. En revanche, pour les autres étages, le 4 pattes
ou la position sur le côté peuvent être plus efficaces. Bien évidemment, selon les positions que votre bébé supporte et que vous arrivez vous aussi à adopter. Si votre bébé ne supporte pas les contractions, on réalise toujours une balance bénéfice-risque. Le plus important, c'est que votre bébé aille bien. Dans ces cas-là, on va quand même s'installer pour l'accouchement et vous aurez peut-être des instruments, mais dans ces cas-là, ce sera justifié par l'état de votre bébé. Une fois que votre bébé s'est engagé dans le bassin, vous avez échappé à la césarienne, c'est-à-dire que s'il doit naître rapidement en urgence, ce sera par voie basse. On ne va pas réaliser une césarienne sur une patiente dont le bébé est engagé dans le bassin, ça ne se fait pas. Une fois que le bébé sera bien descendu dans le bassin, parfois vous nous alertez en nous disant que vous sentez que ça pousse en bas, vous avez cette sensation de pousser. Parfois, si vous ne sentez pas trop ce qui se passe, ça peut être la sage-femme qui vous examine régulièrement, qui essaye de vous faire pousser et qui vous dit eh bien maintenant c'est le moment de s'installer pour l'accouchement, c'est le moment où vous allez pousser. Pendant tout le reste du travail, en général, vous êtes pendant plusieurs heures, si vous n'avez pas de péridurale, vous êtes en train de gérer votre douleur. Si vous avez une péridurale, vous êtes allongé dans votre lit. Certes, vous changez de position, mais pour autant, vous n'êtes pas spécialement active. Vous pouvez même dormir si vous n'avez pas mal. Au moment des efforts expulsifs, c'est là où on va vous demander de produire un effort. Ces efforts peuvent durer 30 à 40 minutes maximum. On va pousser uniquement sur la contraction. Quand il y a une contraction, vous allez pousser 3 fois. Si vous ne sentez pas les contractions, c'est l'équipe qui va vous indiquer quand il y en a une. Et puis entre les contractions, vous allez vous reposer. Comment pousser ? À chaque fois qu'on va vous dire ou vous allez sentir qu'une contraction arrive, il va falloir inspirer profondément. Bloquer l'air dans les poumons, rester comme si vous étiez en apnée, et ça c'est parfois difficile, et c'est pour ça que parfois la préparation à l'accouchement en piscine est intéressante, parce que justement elle va vous apprendre à rester en apnée sous l'eau. Il y a des patientes qui ont du mal avec ce concept et qui prennent l'air et qui le relâchent tout de suite en poussant. Non, il va falloir garder l'air le plus longtemps possible dans les poumons pour pouvoir pousser le plus longtemps possible. Il y a 2 écoles, il y a les personnes qui vont vous faire pousser en bloquant, c'est-à-dire je prends l'air, je bloque et je pousse en gardant vraiment l'air dans les poumons. Et puis il y a les sages-femmes qui vont vous faire pousser en soufflant, c'est-à-dire il faut pincer les lèvres et souffler l'air le plus lentement possible. Il existe même des sifflets qui permettent de le faire pour pouvoir justement gérer la quantité d'air que vous relâchez. Mais cette poussée n'est pas forcément utilisée parce qu'il faut bien la maîtriser, et si vous ne la faites pas correctement, la sage-femme ou si c'est un gynécologue qui est là risque de dire bon ok, les efforts sont insuffisants, on va passer sur une poussée bloquante. Donc il faut vraiment vous entraîner à cette poussée là pour qu'elle puisse être efficace. Donc je prends de l'air, je bloque, je pousse soit en bloquant soit en soufflant, et je pousse le plus longtemps possible. Si vous poussez 2 secondes, c'est pas comme ça que votre bébé va sortir. Une fois que j'ai fini de pousser, je souffle complètement l'air, je vide mes poumons, et je reprends tout de suite, et je refais la même chose. Et on fait ça 3 fois sur une contraction. Dans quelle position pousser ? Classiquement, on va vous proposer la position gynécologique qui a été créée à l'origine pour être confortable pour les personnes qui vous accouchent, puisque c'est comme chez le gynécologue, vous avez 2 jambes sur des étriers, et puis on peut observer facilement. Ce n'est pas la position qui protège le plus le périnée. Vous êtes libre de choisir la position qui vous correspond le mieux. Vous pouvez aussi accoucher à 4 pattes ou sur le côté. Il faudra évidemment en parler en amont avec la sage-femme qui vous suit pour pouvoir discuter de votre souhait. Vous êtes encouragé par les dernières recommandations concernant l'accouchement à faire part de votre souhait à l'équipe qui va essayer de le respecter le plus possible. Néanmoins, si pour des raisons médicales, ces positions-là ne sont pas possibles, il vous faudra accoucher en position gynécologique. Et parfois, certaines patientes sont plus à l'aise en position gynécologique. Vous allez pousser comme ceci, et puis à un moment donné, la tête de votre bébé va apparaître lentement, puis de plus en plus. Vous pouvez sentir une sensation très désagréable, comme une grosse envie d'aller à la selle à ce moment-là. Vous allez avoir la tête qui va sortir. La tête de votre bébé sort comme ceci. Vous avez vu, je fais bien le bébé qui naît. Puis en fait, il y a un mouvement de restitution parce que la tête est comme ça, mais les épaules sont dans l'autre sens. Et puis vous allez avoir, hop, l'épaule du haut qui va sortir.
et ensuite l'épaule du bas. Et ensuite le reste du bébé qui sort très facilement, en fait on pousse surtout pour la tête. L'accouchement du siège, des jumeaux, c'est autre chose qu'on va pas aborder dans cette vidéo là. Là vous vous retrouvez avec votre bébé sur vous. Alors s'il crie pas tout de suite, eh bien laissez-lui le temps d'atterrir. C'est quand même le moment où il va prendre sa première inspiration, où il va se mettre à respirer, puisqu'on va couper le cordon ombilical qui le nourrissait et l'oxygénait jusqu'à présent. Si jamais votre bébé nécessite des soins urgents, ne vous en faites pas, l'équipe va l'emmener tout de suite. Sinon, on va essayer de le laisser en peau à peau contre vous parce que c'est l'endroit où il est le mieux et où il se sent le mieux. Votre accompagnant va pouvoir couper le cordon ombilical. On va attendre la délivrance du placenta qui est censée se faire toute seule. Si elle ne se fait pas seule, à ce moment-là, on peut être amené à aller chercher le placenta à l'intérieur de votre utérus, ce qui peut être assez désagréable, voire douloureux. Dans ces cas-là, on essaiera de réinjecter de la péridurale si vous sentez quelque chose, mais sachez que ça peut être un moment très désagréable, donc dans ce moment-là, essayez de souffler et d'attendre que ça passe le plus patiemment possible. Ensuite, on va regarder s'il y a des lésions au niveau du périnée, cette zone qui se trouve entre votre vulve et votre anus, le fameux endroit où vous pouvez peut-être avoir eu une épisiotomie, si la personne qui a réalisé l'accouchement a coupé. Ou alors vous pouvez parfois avoir des déchirures qui se sont faites toutes seules, des déchirures plus ou moins importantes, plus ou moins profondes. Dans certains cas vous n'avez que des éraillures, c'est-à-dire que c'est légèrement déchiré mais pas au point de suturer avec du fil. Ou parfois, pour les petites chanceuses, eh bien périnée intact. S'il y a une épisiotomie ou une déchirure, on va la suturer, quoique d'après les dernières recommandations, on peut laisser des déchirures peu profondes se refermer toutes seules. Enfin, vous serez surveillé pendant 2 heures après l'accouchement en salle d'accouchement. Le principal risque que l'on surveille, c'est le risque d'hémorragie de la délivrance, c'est-à-dire que à l'endroit où le placenta s'est décollé, normalement votre utérus va se contracter pour reprendre sa forme initiale dans les jours et les semaines qui vont venir. En fin de grossesse, votre utérus est là-haut. En position habituelle, il est juste au-dessus du pubis. Et donc juste après l'accouchement, hop, il descend d'un étage et se rétracte pour former une boule dure. Parfois, ce n'est pas le cas. Et des saignements trop importants au niveau de la zone de décollement du placenta sont observés. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance qui peut être plus ou moins grave. C'est pour cette raison que pendant les 2 heures qui suivent l'accouchement, on vous surveille en salle d'accouchement, on surveille votre tension, puisqu'une chute de tension peut faire évoquer une hémorragie. On surveille votre pouls, c'est-à-dire le nombre de battements cardiaques par minute, puisque un pouls augmenté peut être synonyme d'hémorragie. On surveille aussi également votre température. Et puis pendant ces 2 heures, on va à un moment donné réaliser les soins de votre bébé, c'est-à-dire raccourcir le cordon, le peser, le mesurer, lui administrer des vitamines. Et puis c'est généralement au cours de cette période qu'on va réaliser la première mise au sein si vous souhaitez allaiter, sinon ce sera un biberon. À la fin de ces 2 heures, si tout va bien, on vous fera une petite toilette vulvaire, on vous enlèvera la perfusion, le cathéter de péridurale si vous en avez eu, et puis vous pourrez remonter dans votre chambre. Si vous n'avez pas eu de péridurale, vous pouvez même remonter à pied. J'espère que cette vidéo vous a plu. Certains des propos tenus dans cette vidéo seront détaillés dans d'autres vidéos. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous si vous avez trouvé cela utile et à vous abonner à notre chaîne, à télécharger notre application si vous voulez parler avec nous ou à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Santéac Family sur Instagram, Santéac sur Facebook pour ne rien manquer de notre actualité et pouvoir parler avec nous. Je vous dis à bientôt!